Bonjour, nous allons commencer ce troisième cours, qui est le deuxième sous ce titre un peu bizarre. Enfin, vous avez déjà compris, je pense, pourquoi je le mets de cette façon, et je le expliquerai tout à l'heure. Donc, au cours du cours précédent, nous avons vu et brièvement examiné quelques-unes des questions qui se posaient à la lecture du cas à méditer, Honsoku, dont nous avons vu que c'est presque un synonyme de koan, de la transmission de la lumière, du Denkoroku, le premier ouvrage d'historiographie de l'école Soto, de l'œuvre de Keizan, donc le disciple de la troisième génération de Dogen. Nous avons vu le délicat rapport qui s'établit dans ce passage, rédigé en chinois, fortement marqué de pseudo-vulgarisme du Chan chinois, mais teinté de japonisme, donc ce rapport entre deux dimensions d'autorité, celle des patriarches chinois et de la dimension Chan d'une part, et celle du versant japonais représenté par Dogen. Nous avons esquissé le rôle que l'expression chinoise, à l'évidence passée par un pinceau japonais, je vous l'ai montré, je pense, jouait le rôle que jouait cette expression chinoise dans cette page décisive de l'historiographie de l'école Soto au Japon. Nous allons à présent, toujours dans le but de comprendre l'image que Dogen a laissée de sa vie et de ses œuvres dans le zen japonais, poursuivre l'examen de quelques passages du Denkoroku, de la transmission de la lumière, qui nous donneront d'abord quelques renseignements sur la façon dont l'école Soto se situe dans le bouddhisme japonais, puis nous reviendrons à ce qu'il nous apprend de la vie de Dogen. Revenons donc à la troisième partie de la notice 51, cette partie que l'on appelle le Teisho. Je vous en donne juste, je vous le mets, c'est bon. Donc nous sommes page 239, la page 239, vous voyez Teisho sur la partie gauche de l'image. Et j'ai proposé de traduire ce terme Teisho par développement. C'est le développement de la partie précédente, le Kien, n'est-ce pas, qui est bon, je reviendrai sur le mot Kien tout à l'heure, parce que nous y reviendrons aussi tous ensemble, et qui est la partie, disons, d'exposer sur la partie chinoise, la première partie de Honsoku. Alors, revenons donc sur ce développement qui est plus proprement les explications apportées par l'auteur d'un ouvrage sur ce qui précède. Il y a la partie qui sera, que vous le verrez, est plus ou moins historique concernant Dogen précédemment, et maintenant c'est la sorte de conclusion que tire l'auteur. Alors, voyons-en d'abord l'énoncé. Je vous donne la traduction, vous suivez sur le tableau. Ainsi, plus de 700 ans après la propagation, le Rufu, n'est-ce pas, de la loi bouddhique au Japon, le maître Shi, c'est-à-dire Dogen, suscita pour la première fois la voie correcte. Okosu, qui est donc qui est un terme qui revient assez souvent, instituer, on pourrait dire aussi instituer dans tel ou tel pays la loi correcte. Shobo, n'est-ce pas? Shoho, nous revenons là-dessus tout à l'heure. C'est que, ce Iwayoru, je le traduis par c'est que, 1500 ans après l'extinction du Bouddha, la 13e année, Mizunoe Saru, de l'empereur Kimmei, qui correspond donc à 552, c'est la date traditionnelle, des images bouddhiques et d'autres objets arrivèrent pour la première fois du royaume de Shiragi. Vous voyez que c'est Shiragi, c'est-à-dire le royaume de Silla en Corée. Ce n'est pas tout à fait exact, comme nous le savons tous. Ce n'est pas le royaume de Shiragi, mais c'est le royaume de Pekche, de Kudara, n'est-ce pas, qui allait être bien sûr absorbé par Shiragi peu de temps après, très peu de temps après même, qui a envoyé ses premières images. Le terme ici, c'est Butsuzo, n'est-ce pas? Butsuzo, donc, qui est dans les anciennes sources. La 14e année, donc l'année suivante, 553, ce furent 2 rouleaux figurés de sutras qui furent introduits. Alors là, je passe sur le problème textuel.
vous avez ici Butsuzo Nijiku. Je propose de remplacer, de revenir à de retenir une autre leçon d'une autre tradition manuscrite qui est Kyozo. Kyozo plutôt que Butsuzo. Sinon, on ne comprend pas pourquoi là. Donc, ce sont deux rouleaux figurés de sutras qui furent introduits. Et dès lors, Shikashiyori, c'est un tic de langage Keizan qu'on retrouve souvent chez lui, des signes miraculeux, reigen, de l'efficacité de la loi bouddhique se manifestèrent. Et 21 années après cela, en 574 donc, le prince impérial Shotoku Taishi, naquit, serrant en sa main une relique de Bouddha. Bon, je passe sur la chronologie. C'était la 3e année de l'empereur Yomei, ce n'est pas tout à fait exact. Donc, nous sommes toujours à Shotoku Taishi. Donc, après qu'il eut exposé les sutras tels que le lotus, le sutra du lotus, et le Srimala Devi Singhanada Sutra, c'est un terme un peu impressionnant pour le Shomangyo. Les catégories scolastiques, je traduis ici Myoso les commentateurs et traducteurs anglais proposent des choses un peu bizarres. Le sens pour moi est manifeste. Myoso, c'est-à-dire les termes et les termes et les marques caractéristiques d'une école, c'est exactement comme dans Hosso, n'est-ce pas, l'école Hosso, l'école des marques de la loi, donc c'est une référence au vocabulaire scolastique. Donc les catégories scolastiques et les textes doctrinaux se répandirent dans l'Empire japonais. Alors c'est un passage très court, mais très intéressant, parce qu'il est révélateur d'un double souci. Et un double souci bien compréhensible de la part des teneurs du zen japonais, n'est-ce pas? Leur tradition, le zen et surtout le Sotoshu ici, doit à la fois s'inscrire dans l'histoire japonaise et s'en décaler, s'en démarquer nettement. On se souvient du cours de l'an dernier sur Jien et du rôle immense accordé à la personne du prince Shotoku par le moine du Tendai Jien. Dans son essai sur l'histoire, dans le Gukansho, comme dans la centurie de Naniwa Hyakushu, le prince impérial, Shotoku Taishi, est le symbole et le garant de l'harmonie des deux lois, la loi bouddhique, Buppo, et la loi royale, Oho, ou bien, donc vous avez aussi Butsudo et Odo. Donc c'est l'harmonie de ces deux lois au Japon est garantie par la personne de Shotoku Taishi. Et vous vous souvenez aussi dans le Naniwa Hyakushu est vraiment entièrement sous le patronage de Shotoku Taishi comme fondateur du Shiten-no-ji d'Osaka. Donc cette relation harmonieuse a duré, vous vous souvenez du Gukansho, a duré jusqu'au désordre de la guerre des deux clans, les Genpei no Tatakai, qui provoquèrent la fin de l'âge d'or de Heian et de passage à Kamakura. Et en plus, il est inutile de rappeler que la pensée quasi-apocalyptique concernant la fin de la loi, Mappo, n'est-ce pas, était précisément la justification doctrinale que Jien utilisait pour expliquer cette fin de son monde. Alors vous voyez que c'est très intéressant, puisque c'est peut-être nécessaire de rappeler d'un mot que la théorie des trois temps, les trois périodes, Sanji Setsu, les trois périodes de la prédication du Bouddha. Vous savez qu'il y a une période pendant laquelle le Bouddha transmet, et ensuite, même après sa disparition, est transmise la loi correcte, c'est-à-dire telle qu'il l'a enseignée. Donc c'est Shoho ou Shobo, un terme très important, vous en doutez chez Dogen, la loi correcte. Ensuite, vous avez la loi qu'on peut appeler la loi de semblance, n'est-ce pas, la loi qu'on appelle parfois, en traduisant littéralement du sanskrit, la loi contrefaite, c'est-à-dire pratirupaka, donc le zoho ou zobo, la loi d'image, littéralement, la loi que je traduis par la loi de semblance. Et ensuite, vous avez la période où l'on entre dans la fin de la loi, c'est-à-dire que la loi n'est plus comprise et plus appliquée. Dans la période de la loi contrefaite, la loi est toujours transmise sous une forme littéralement exacte,
mais il n'y a plus personne pour la réaliser véritablement, et à la fin, dans le Mappo, la loi va disparaître, il n'y a plus personne pour la comprendre, plus personne pour la pratiquer. Et vous voyez ici le dilemme, n'est-ce pas? On voit dans la phraséologie de Keizang qu'il inverse, pour ainsi dire, le cours de l'histoire bouddhique, puisqu'il situe l'arrivée de la loi correcte au Japon, avec Dogen, près de 3 siècles après la date fixée au Japon même pour l'entrée dans la période de la fin de la loi. Vous vous souvenez de cette période, de cette date, c'est traditionnellement 1052, qui correspond à l'année de la fondation du Byodo-in près de Kyoto, n'est-ce pas? Et donc, on sait bien, et vous voyez d'ailleurs que la chronologie est assez intéressante ici, puisqu'on parle des 1500 années après l'extinction du Bouddha. Donc, Keizang, bien sûr, connaît la chronologie bouddhique, mais il inverse ce que l'on dit le plus souvent. Nous y reviendrons, ce n'est pas pour dire que chez Dogen, il y a une ignorance ou même une dévalorisation de la pensée sur la fin de la loi. Cette pensée, il l'a. Il sait aussi qu'on est dans le Mappo. Mais vous voyez que l'historiographie, Soto, comment dire, face à cette contradiction, n'est-ce pas? La loi correcte, nous sommes dans la période de la fin de la loi, mais en même temps, la propagation du zen, c'est une loi correcte, la loi correcte qui vient au Japon. Bon, on ne cherche pas à la résoudre, c'est comme cela, et nous ne pourrons voir la façon dont les penseurs, les moines zen la traitent que dans chacun de leurs textes. Et chez Dogen, ça sera d'une certaine façon. Il y a aussi, il faut aussi s'arrêter au fait, alors je ne sais pas s'il est significatif, mais je le pense, qu'il mentionne simplement, Keizang mentionne ici 2 seulement des 3 sutras qui sont réputés avoir été exposés et commentés par Shotoku Taishi. Vous savez qu'il y en a 3 traditionnellement. Bon, je ne reviens pas sur le fait que ces sutras sont largement, les commentaires attribués à Shotoku Taishi sont largement apocryphes, c'est maintenant bien démontré et surtout accepté. Autrefois c'était démontré mais non accepté, et il date en réalité du 8e siècle. Et donc pas de la période de la... Vous savez que Shotoku Taishi est mort en 622. Alors, on parle donc du Hokekyo, bien sûr, et du Shomangyo, mais pas de l'enseignement de Vimalakirti du Yuimakyo. Est-ce que ça signifie quelque chose? On comprend bien sûr la mention du lotus, puisque nous verrons que ce sutra joue un grand rôle chez Dogen. On peut aussi comprendre la mention du Shomangyo, parce que si l'on se dit que c'est un texte qui est réputé pour contenir dans un texte scripturaire, donc attribuable à la parole même du Bouddha et pas à des docteurs de la loi, le dogme fondamental que je traduis par le réceptacle de l'ainsi venu, le Nyoraizo, qu'on peut traduire par l'embryon de Tathagata ou la matrice de Tathagata. C'est le Tathagata Garba en sanskrit. Je ne reviens pas sur les polémiques entre matrice et embryon. Garba veut dire le plus souvent embryon, mais ça veut dire aussi matrice. Je pars du fait qu'en sanskrit, quelqu'un être enceinte se dit Garbhavati, c'est-à-dire être muni d'un embryon. Donc et j'ai lu de la difficulté en traduisant par réceptacle, puisque c'est ce que signifie littéralement le chinois, avant même le mot de trésor, qui est la traduction du Shobogenzo. C'est le même mot que dans Shobogenzo, n'est-ce pas? Donc ce dogme fondamental de l'embryon de l'ainsi venu, ou du réceptacle de l'ainsi venu, est lié à la question de la nature de Bouddha, Bussho, comme vous le savez, n'est-ce pas? Et nous verrons que vous le savez sans doute aussi, cette problématique, cette question de la nature de Bouddha est fondamentale chez Dogen. Donc on peut comprendre que le Shomangyo soit cité. Alors,
l'oubli du Vimalakirti, l'oubli ou l'omission, malgré ces nombreux enseignements qui peuvent être reçus tels quels par le zen de Dogen, vous savez par exemple le silence de Vimalakirti, Vimalakirti répondant par le silence, ça correspond tout à fait à une histoire bien connue dans le zen, et aussi le fait que le sutra compare le silence de Vimalakirti au tonnerre, c'est exactement, vous vous souvenez, la réplique de Nyojo, du Zhoujing, le moine chinois, le maître chinois de Dogen, que nous avons vu la semaine dernière. Donc tout cela pourrait être, bien sûr, fait résonance avec le zen, mais il se peut que l'une des raisons de l'omission, c'est que, comme vous le savez, le personnage principal du Vimalakirti Nirdesha, de l'enseignement de Vimalakirti, c'est un laïc. Enfin, on sait bien que ce n'est pas un laïc, que derrière lui, il y a autre chose, mais dans le monde, c'est un marchand, un laïc, un riche marchand. Or, la tradition zen de Dogen est fondée sur le clergé, les moines. Il faut bien s'en rendre compte, et on ne peut interpréter la pensée de Dogen que dans le cadre d'une pensée que je pourrais appeler cléricale de la communauté bouddhique. Donc on peut penser que ce Vimalakirti n'était pas très bien vu de l'école zen, qui partage avec d'autres écoles d'ailleurs l'idée de la place éminente du clergé, donc l'un des trois joyaux. Donc après cette alors pour revenir sur ce bref passage, après cette référence en quelque sorte obligée à la figure protectrice et emblématique du bouddhisme au Japon, Shotoku Taishi, le commentateur, prédicateur, Keizan, ne dit plus rien des écoles qui marquèrent l'évolution du bouddhisme dans l'archipel. Il n'y a plus rien. Il les passe entièrement sous silence, pour ne s'intéresser qu'à la préhistoire de la transmission du zen, avant Dogen donc, et en termes qui ne laissent aucun doute sur la perfection qu'apportera le maître. Il énumère ces transmissions manquées, pourrait-on dire. Il les énumère de façon lapidaire. Voici la première. Donc c'est à peu près la quatrième, la toute fin de la cinquième ligne du paragraphe que nous avons ici, n'est-ce pas? À l'invitation de l'impératrice Tachibana, un disciple du précepteur du royaume, ce que je traduis ainsi, Kokushi, n'est-ce pas? Bon, je suis déjà, j'en ai beaucoup parlé au séminaire. Je préfère, on pourrait souvent les Américains et les Anglo-Saxons et les traducteurs français parlent de maître national, Kokushi, évidemment. Mais étant donné l'époque, je pense qu'il est mieux de dire maître du royaume, maître étant un peu ambigu puisque ça peut dire aussi souverain. Je dirais le précepteur du royaume, le précepteur impérial, si vous voulez, le précepteur de l'empire ou du royaume, Chai Han, vint à la capitale du Sud. Mais de lui, alors un disciple, n'est-ce pas? Mais de lui reste seulement une stèle. Et comme il n'y eut pas de lignée de succession, les usages propres à l'école, Fuki, ne se transmirent pas. Alors, il esquisse ici, Keizan esquisse ici, ce qui est souvent considéré comme la première transmission du Chan chinois au Japon, en la personne d'un moine chinois, dont le nom n'est pas mentionné ici. Oui, donc Tachibana no Kachiko, je vous donne ici. Et il s'agit donc de Giku, la seconde ligne, Yikong en chinois. Donc son nom n'est pas mentionné ici, mais son état de disciple de Jai Han, que l'on appelle, qui est prononcé en japonais Seian, c'est la troisième ligne, donc ne laisse pas d'ambiguïté à ce sujet. Nous sommes donc au milieu du IXe siècle, et l'impératrice Tachibana, qui est l'épouse de l'empereur Saga, comme je vous l'ai dit ici, et qu'on appelle aussi Danrin Kogo, justement à cause de la fondation de ce monastère zen au Japon, d'après l'historiographie traditionnelle, aurait eu l'intention explicite d'introduire le Chan au Japon. Elle envoyant donc dans ce but le moine Egaku chercher une personnalité digne de cette mission. Celui-ci se rendit au Butaishan, donc le grand centre bouddhique
du Shanxi, n'est-ce pas, cherchait une personnalité, et il y trouva le disciple du moine Jai Han, Yi Kong, donc Yiku. Et comme je vous l'ai dit, il reste seulement une stèle de cette transmission. La stèle en question aurait été gravée en Chine et sous la responsabilité de Eigaku, et elle aurait été ensuite placée près d'une porte de Kyoto. Donc, Giku serait resté quelque temps au Japon, puis il aurait renoncé à sa charge du Danrinji, et le Danrinji avait été fondé près de Kyoto. Et il serait reparti pour la Chine. Donc c'est une transmission manquée, pourrait-on dire. On constate dans ce bref passage que Gyonen, on constate que contrairement à ce que nous avons vu chez Gyonen, vous vous souvenez la transmission sur la transmission du bouddhisme, les 8 écoles du Japon, les 8 écoles bouddhiques du Japon, que nous avions vues au premier cours, Keizan ne mentionne pas l'idée répandue à son époque pourtant, puisque Gyonen la cite, selon laquelle la première transmission du Zen était due à Saicho, le fondateur de l'école Tendai, l'école où va aller Dogen tout à l'heure, nous le verrons. Il ne mentionne pas non plus le maître de discipline Dosen de Nara que Gyonen avait aussi évoqué. Ces omissions veulent bien sûr dire quelque chose. Elles sont cohérentes avec l'effacement complet du bouddhisme hors zen, si je puis dire, après Shotoku. Keizan efface toutes les traces de zen qui n'étaient pas explicitement de la transmission zen. Saicho, c'était bien sûr le Tendai. Dosen était affilié à l'école Kegon. Bien qu'ils aient transmis une partie du zen tous les deux, ils ne sont pas dans la lignée de Keizan qui ne voit que les gens du Chan. Et Keizan voit encore 2 étapes dans la suite du texte ici, dans la transmission du zen. Après cela, c'est le vénérable Shonin, n'est-ce pas, Kakua, qui s'en revint au Japon comme disciple véritable de, alors un nom qu'on pourrait prononcer en japonais, Gechido Bukkai Eon, mais la tradition sectaire, le Shufu, n'est-ce pas, le Shuha no Fuki, ne fut pas suscité. C'est le même terme que le Fuki de tout à l'heure. Encore une fois, vous voyez, en ce pays, nous avions tout à l'heure Fuki Tsutawarazu, et puis là, Shufu Okorazu. Encore une fois, le Okoru, nous avons vu tout à l'heure Okosu, n'est-ce pas, ne fut pas institué. Donc, Kakua donc, est un religieux du Tendai, encore, ce que Keizan se garde bien de préciser. Il se rendit en Chine en 1171 et étudia auprès du maître de Chan, Huiyuan. Je vous donne ces termes ici, n'est-ce pas? Vous avez tout le nécessaire ici. Et il resta 10 années auprès de lui pour revenir après au mont Hiei, tout en acquérant un renom dans la connaissance du zen. C'est donc la 2e et infructueuse transmission du Chan. Alors faites attention, Huiyuan, Éon, là nous sommes au XIIe siècle. Comme vous le savez, Éon, c'est aussi le nom de 2 moines chinois bien antérieurs, mais il ne faut pas les confondre. Il faut pas les confondre, bien sûr. Le moine, vous aviez le moine chinois Huiyuan Éon, qui était le contemporain de Kumarajiva, donc autour de l'an 400. Puis ensuite, vous en avez un autre qui est le contemporain du grand maître du Tendai Chöyi au VIe siècle. Donc c'est un 3e Huiyuan qui appartient à la tradition d'Inzai du Zen. Alors voici ensuite la dernière mention, la dernière transmission ratée. En outre, la tradition sectaire du religieux
Huichang, n'est-ce pas, c'est-à-dire écho. Je passe sur les variantes de caractères, ça n'a pas d'importance, fut reprise dans la lignée du recteur monacal Eisai, ou Yosai, que vous connaissez déjà, donc celui qui a transmis le Rinzai au Japon, et en tant que successeur à la 8e génération de la lignée Huanlong, c'est-à-dire Ōryū. C'est l'une des 5 écoles et des 7 sectes du Zen. Il voulut faire prospérer cette tradition sectaire, Shufu, n'est-ce pas, et ici, Shufu encore. Et il rédigea pour ce faire le traité de l'établissement du Zen pour la protection du royaume, le Kozen Gokokudon, qui a été traduit en français par Pierre Marson. Je vous le signale, vous pouvez publier à Paris en 2002. Ce texte, qui est rédigé en chinois par Eisai, est abordable en français. C'est je crois, l'une des très rares traductions, je ne sais pas si c'est la traduction anglaise de ce texte. Mais alors, il rédigea pour ce faire le traité établissement du Zen pour la protection du royaume qu'il présenta à la cour. Mais soutenu qu'il fut par les 2 capitales du sud et du nord, c'est-à-dire Nara et Kyoto, son enseignement, et là vous avez Junichi Narazu, n'était pas pur, n'était pas intègre. Ce n'était pas du pur Zen, si j'ose dire. Et pourquoi cela? Il posait en effet les 3 écoles Kem, Mitsu, Shin, la dernière ligne, les 3 écoles exotériques, c'est-à-dire le Tendai, ésotérique, le Shingon, et de la pensée, Shinshu, l'école de la pensée, de l'esprit, c'est bien sûr l'école Zen. Pour cela, bien que le maître, c'est-à-dire Dogen, fût parfaitement au fait, alors attendez, il faut aller à la page suivante. Bien que le maître fût parfaitement au fait de, vous voyez, Chakson Toshite, bien qu'il fût parfaitement au fait, en tant que disciple légitime d'Eisai, Chakson, il fut parfaitement au courant de la tradition sectaire, encore une fois, Fuki du Rinzai. Il se rendit cependant, et voici le lien avec le Shobo, la transmission juste de la loi, il se rendit cependant auprès de Zhujing, Niuzhou, en Chine, pour y discerner Bensi, l'œuvre de sa vie. C'est un terme qui revient Isho no koto o Benzi, Benjiru, n'est-ce pas? Koto, ici, il faut le prendre au sens littéral de Jin, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'œuvre à accomplir par un grand moine ou un grand religieux. Et revenu dans notre pays, il y répandit largement la loi correcte, Shobo Guzus. Eisai est donc l'avant-dernière étape de la transmission de la loi correcte au Japon. Et l'on voit que le reproche qui lui est fait par Keizan est d'être un hybride, Junichi Narazu, entaché de Tendai et d'ésotérisme, ce qui est cohérent avec l'omission des relais mentionnés par Gyonen tout à l'heure. Je vous avais dit qu'il n'a pas mentionné des gens comme Saicho. Évidemment, ça aurait été encore plus Junichi Narazu qu'Eisai. Et relevons encore une fois l'emploi de ce terme de loi correcte, si paradoxal d'apparence pour le bouddhisme japonais de l'époque. La conclusion du passage, c'est naturellement, en quelque sorte, enfin Dogen vint. Et je vous le dis donc, telle fut véritablement la destinée du royaume, le bonheur Saiwai, Shitono Saiwai, le bonheur de ses habitants, ce fut exactement comme l'entrée du 28e patriarche, c'est-à-dire Bodhidharma, Daruma, en terre chinoise. Vous avez ici, vous avez Todo, n'est-ce pas? Todo ni Inunga Gotoshi, et qui fut tenu pour le premier patriarche de Chine. Bodhidharma était le 28e patriarche, mais le premier chinois. Donc, ainsi en est-il aussi du maître Dogen, bien qu'il fût le 51e patriarche de la Chine des Song, il est à présent, ce que je pourrais appeler le proto-patriarche Genso du Japon. Et c'est pourquoi nous l'appelons le premier patriarche Shoso de notre école Monka.
voyez que la correspondance n'est pas mince, n'est-ce pas? De même que Bodhidharma, moine indien, était dans une lignée indienne qui remontait en fin de compte à Shakyamuni, en tout cas à Kashyapa, mais et qu'il était dans cette lignée, il avait la 28e place. Dogen était 51e patriarche de la tradition Soto et pré-Soto dans la Chine des Song, et il est à présent le premier patriarche du Japon. Alors vous voyez bien que la correspondance est parfaitement fallacieuse. Nous savons que Dogen est patriarche de l'école est le successeur de Nyojo, de son maître chinois Nyojo, simplement par les sources japonaises. On n'en a absolument aucune idée en Chine même. C'est Keizan remanie un peu la lignée chinoise pour nous montrer ce caractère double de Dogen, à la fois pleinement inscrit et pas seulement comme disciple, mais aussi comme patriarche dans la lignée chinoise, et il est d'autant plus autorisé de cette façon à devenir le premier patriarche du Zen au Japon. Alors, il est inutile d'insister sur ces lignes, elles parlent d'elles-mêmes, mais malgré les divergences que nous avons relevées à plusieurs reprises avec Gyonen, donc Gyonen de l'école Kiegon, qui a parlé de l'histoire du bouddhisme en Extrême-Orient et aussi au Japon, nous voyons que ces deux historiographes japonais, plus ou moins contemporains, Keizan et Gyonen, s'entendent au moins sur l'idée de la continuité de lignée entre les trois royaumes. Ils mettent un appendice à l'histoire traditionnelle du bouddhisme en Chine, qui était la transmission de l'Inde à la Chine. Maintenant, c'est Inde, Chine, Japon, Sangoku. C'est pleinement institué à cette époque. Elle est bien sûr, cette pratique historiographique est dans la droite ligne de celle qui prévalait en Chine, et l'on se rappellera peut-être de nos cours sur le Tendai, que cette école, déjà, le Tendai, soulignait la continuité entre les grands saints indiens et les maîtres chinois. Quand vous regardez les textes chinois du Tiantai, vous avez toujours, un peu comme nous avons vu ici, vous avez toujours les lignées indiennes qui remontent à qui fait intervenir des moines plus ou moins connus, parfois qui n'ont laissé que de très brèves mentions dans l'histoire. Et puis, nous passons ensuite à la Chine, et pour ce qui est de la Chine, nous avons les maîtres de Zhiyi, du fondateur de Tendai, qui sont en général sur quatre générations. Et par exemple, la lignée courte, je vais l'appeler la lignée courte du Tiantai chinois, du Tendai, ce sont les maîtres de Zhiyi et Nagarjuna, c'est-à-dire le grand philosophe indien du 3e, 4e siècle, est considéré comme le premier patriarche du Tendai chinois. Donc ici, nous avons la même pensée qui est en action. Les historiographes du bouddhisme japonais concrétisent ainsi dans l'élaboration de ces lignées une vision que ceux qui étudient de façon plus distanciée le bouddhisme sino-japonais finissent souvent par remarquer d'eux-mêmes. Parce que ce n'est pas complètement faux, enfin, pour ce qui concerne le saut entre la Chine et le Japon. À savoir que tout spécialement dans l'histoire des doctrines, je parle des doctrines de la pensée, il arrive une période dans l'histoire des doctrines chinoises où l'historien doit détourner son regard du continent pour l'apporter vers l'archipel s'il veut suivre l'évolution historique précise de certains dogmes dans une continuité explicite. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le bouddhisme chinois se dilue à travers plusieurs écoles, mais si on veut vraiment faire une histoire scolastique de la pensée de tel ou tel concept, par exemple justement sur la nature de Bouddha, la façon dont les différentes écoles ont traité la question de la nature de Bouddha, et si on veut le faire toujours en gardant les lignes de transmission scolastique, sectaire, si vous voulez, eh bien on est obligé de passer de la Chine au Japon. C'est vrai tout spécialement pour le Tendai ou le Faxiang, le Hosso. Et
c'est tout spécialement vrai des doctrines Tendai, qui nous concernent ici spécialement, puisque Dogen a été formé dans ces doctrines, qui connurent au Japon même une évolution d'autant plus intéressante qu'elle s'inscrivait dans un prolongement très circonscrit de façon rigoureuse par la logique scolastique. Et nous aurons l'occasion de voir l'importance de cette remarque sur Dogen, pour comprendre Dogen. Et ce que nous avons lu dans le Honsoku chinois de la semaine dernière illustre à merveille la raison de cette bifurcation historique, où Dogen passe du statut de 51e patriarche chinois à celui de premier patriarche japonais. C'est sans conteste l'épisode du dépouillement du corps et de l'esprit, Shinjin Datsudaku, qui est la clé de ce passage du flambeau, pour reprendre le terme zen bien connu, n'est-ce pas, Dento. Ce précepte, qui fut le catalyseur de la grande compréhension de Dogen, le Daigo, n'est-ce pas, Oinaru Satori, est présenté comme issu de la bouche du maître chinois, vous vous en souvenez. Mais nous avons vu qu'il s'élabore pour le moins de façon dialectique entre le maître chinois et le disciple japonais, si ça a vraiment eu lieu, au point que nous pouvons en faire une création commune. Et nous avons vu aussi les remarques que l'on a pu faire sur les conditions langagières de l'échange sur ce Shinjin Datsudaku. L'échange clé intervenu entre celui qui est présenté comme le 50e patriarche chinois, Shujing, et le 51e, Dogen, ne repose pas sur une transmission lignagère, à la différence de maximes zen bien connues, rappelées par Gyonen. Vous vous souvenez, vous avez toutes sortes de maximes du zen, Furyu Monji, Kyoge Betsuden, n'est-ce pas, ne pas établir d'écriture, une transmission en dehors des sutras, etc. Mais ici, c'est bel et bien un nouveau dogme qui n'est pas transmis avant Dogen, même si c'est Zhu Jing qui l'aurait dit, n'est-ce pas. Ce dogme, considéré comme fondateur du bouddhisme Soto-Shu japonais, et une maxime fondatrice chinoise, eh bien, elle apparaît avec Dogen, même si c'est Dogen en Chine. Alors, là aussi, lorsqu'on voit je vous passe les textes, n'est-ce pas, mais on ne peut pas dire non plus que le Chan chinois brillait par sa pureté, si l'on se place sur le même point de vue. Mais pour l'historiographie et des gens comme Keizan, seul le maître de Dogen, Nyojo Zhujing, se distinguait par son intégrité au milieu de moines qui avaient perdu le sens de la loi bouddhique. On trouve des citations de cette teneur dans toute la notice de Keizan. Donc l'emploi répété du terme loi correcte pour caractériser l'enseignement apporté par Dogen au Japon répond au souci constant de Keizan de contraster la pureté de Dogen avec le caractère mêlé de ses prédécesseurs, et en particulier Eisai. Même chose pour son maître chinois. Il n'est pas question, bien sûr, pour Keizan de suggérer l'influence d'autres écoles dans sa doctrine. Or, nous allons voir que la vie de Dogen, telle que nous la présente Keizan lui-même, nous donne à réfléchir et à revenir sur ce rapport avec les traditions qui l'ont formé. Nous revenons donc à la doctrine, à la notice biographique de Keizan, telle qu'il l'expose dans la deuxième partie de ce texte, c'est-à-dire la partie intitulée Kien. Bon, c'est au tout début, n'est-ce pas, vous voyez la page de droite, vous voyez Kien, littéralement. Qui, je vous l'ai déjà dit, ce sont les facultés des êtres telles qu'on peut les recevoir, qui les rendent aptes à recevoir telle ou telle doctrine, et N, ce sont les affinités créées entre celui qui enseigne et celui qui reçoit, ou bien avec un Bouddha, ici c'est évidemment le prédicateur. Et souvenez-vous quand même que N, que vous avez dans Engi, Innen, etc., veut dire aussi relation historique. Et on pourrait aussi comprendre ce Kien en contexte japonais avec une nuance historique, c'est-à-dire donc biographique. Alors, cette fois, nous abordons la géographie de Dogen telle qu'elle était transmise et
acceptée dans l'école Soto. C'est tout l'intérêt de ça, ce n'est pas faire l'histoire de Dogen, nous avons des masses de choses là-dessus, c'est de voir ce qui se disait de lui. Donc le maître avait pour nom réservé Imina, n'est-ce pas, le Dogen. Alors, chaque mot fait problème là-dedans. Alors, je ne vais pas, bien sûr, je ne vais pas. Mais vous savez, le nom réservé est en principe un nom personnel que l'on a et qui est rendu public soit après la mort, c'est-à-dire il est utilisé par tout le monde après la mort de l'intéressé. C'est pour ça qu'on l'appelle parfois nom posthume, mais ce n'est pas. Simplement, on ne sait pas si c'est Dogen son nom réservé, son nom personnel, si vous voulez, ou bien Kigen, avec le caractère Ki qui est Made et Gen qui veut dire sombre, qui est présenté comme un nom qui lui a été conféré après sa mort. Alors, mais bon, tout le monde l'appelle Dogen, appelons-le ainsi. Son clan laïque, c'est-à-dire vous voyez, Zokusho, c'est-à-dire son clan et son nom à la fois, Sho veut dire le nom clanique, n'est-ce pas, était Minamoto. Donc c'était quelqu'un de la branche des Minamoto. Il descendait à la 9e génération de l'empereur Murakami, qui avait vécu de 926 à 966. Et à la 8e génération, c'est-à-dire 9e génération Murakami, à la 8e génération, il était le fils il descendait du fils de l'empereur Murakami, celui qu'on appelle le second prince secrétaire, c'est-à-dire Nochi no Chusho, Tomohirai, 964-1009. Il naquit la 2e année de l'ère Shoji, c'est-à-dire en 1200. Un maître de... Alors là, voici donc des notices historiques assez précises, et tout de suite, nous passons à une autre dimension. Un maître de physiognomonie, Soshi, c'est-à-dire quelqu'un qui savait discerner le futur des gens au simple examen de la physionomie. Donc il avait examiné, Miru ici, le Miru est son sens fort de examiner, déclara « Cet enfant est un enfant sain, Shoshi, car il a de doubles pupilles, Judo. Il ne manquera pas de manifester de grandes facultés. » Il est dit dans les écrits antiques que lorsque l'on met au monde un enfant sain, Shoshi, la vie de la mère est en danger. Lorsque l'enfant aura 7 ans, sa mère mourra inévitablement, Kanalaze. Cette mère exemplaire, Bogi, entendant cela, la mère de Dogen, donc, entendant cela, ne conçut nul étonnement, ni doute, ne fut pas effrayée, et son affection pour l'enfant ne fit que croître. Aikyo, ici, c'est le synonyme de Aikyo écrit avec un autre caractère. Ce n'est pas amour et respect, c'est vraiment l'affection. Conformément à la prédiction, donc, lorsque le maître eut 8 ans, sa mère mourut. Tout le monde déclara que bien qu'il y eût une différence d'une année, 7 ans, 8 ans, cela correspond effectivement aux paroles du maître de physiognomonie. Arrêtons-nous tout d'abord sur ces premières lignes qui nous plongent dans l'ambiguïté bien connue des biographies religieuses. Il y a tout d'abord la référence quasiment obligée à une origine on ne peut plus noble, puisqu'elle est impériale, l'empereur Murakami par la branche de son fils, le prince Tomohida. Tout semble montrer d'ailleurs qu'il n'y a nulle exagération ici. Nous l'avons suffisamment dit et redit, je crois que je l'ai dit il y a encore quelques temps. Le monde de la culture japonaise de Heian, et pour une large part de Kamakura, à l'époque où nous sommes encore, qui est vraiment le prolongement de Heian, c'est un univers confiné, avec quelques grands clans qui se partagent l'essentiel du pouvoir, de l'activité politique, de la littérature, de la religion. Tout cela se joue dans un petit milieu, c'est Saint-Germain-des-Prés, n'est-ce pas? Dogen ne fait pas exception. Et le biographe fait avec raison grand cas de son origine, qui situe donc dans le maître, dans le prestigieux clan des Minamoto, dont la branche principale s'appelle précisément les Murakami Genji, n'est-ce pas? Mais tout le monde aura remarqué que si la mère est mentionnée, d'ailleurs mentionnée en termes très vagues, elle est mentionnée comme mère, simplement, on ne dit pas d'où elle vient, on ne dit pas un mot du père. C'est lui qui appartient au Minamoto. Et là, évidemment, il y a un petit problème.
L'opinion la plus répandue est que son père, le père de Dogen, donc, n'était autre que Minamoto no Michichika, qui était aussi connu sous le nom de Koga no Michichika, qui était aussi un poète et un écrivain reconnu. Et ceux qui sont plus attentifs se souviennent peut-être que l'année dernière, c'était ce Minamoto no Michichika qui avait démis, enfin qui avait réussi à effacer, à mettre de côté, à se débarrasser de Fujiwara no Kanezane. Fujiwara no Kanezane, vous voyez encore une fois, les Minamoto, c'est non pas contre les Taira, mais contre les Fujiwara. Tout ça, ce sont quelques grandes familles qui se disputent le pouvoir. Et Fujiwara no Kanezane, c'était le frère aîné de Jien, donc, qui était patriarche du Tendai, et qu'il était encore au moment où Dogen, enfin qu'il a été encore, mais vous vous souvenez qu'il a été patriarche à éclipse, si je puis dire, et il a été quelque temps, très peu de temps avant que Dogen n'entre dans le Tendai. Nous allons le voir dans cet épisode dans un instant. Donc, tout le monde s'accorde à dire que le père était Michichika, et nous n'avons aucune raison de mettre en doute cette idée des historiens et même de la tradition. Alors, on peut penser qu'il y a eu un scandale autour de la naissance sans que l'on puisse aller plus loin. Est-ce que sa mère était mariée avec quelqu'un d'autre lorsqu'elle a conçu Dogen comme fils de Michichika ou... Enfin, toujours est-il que le silence est un peu enfin, éparlant, si je puis dire. Et en plus, le père putatif, donc Michichika, mourut en 1202, alors que Dogen n'avait que 2 ans, ce qui a bien sûr entraîné des conséquences sur la vie de l'enfant. Pour ce qui est de sa mère, que le biographe mentionne, c'était une Fujiwara, elle, de la branche dite Kujo, n'est-ce pas, l'illustre branche des Kujo, et elle était fille de Motofusa, que vous avez ici, n'est-ce pas, Kujo Fujiwara Motofusa, 1144-1230, qui sera bien sûr, enfin on verra, le protecteur le protecteur de Dogen, donc pendant toute sa vie, c'est-à-dire il est mort en 1230, Dogen est mort en 1253, vous voyez qu'il a pu s'occuper de lui pendant assez longtemps. C'était donc la fille d'un grand dignitaire de la cour, et elle était bien sûr bien connectée, si je puis dire, et vous verrez d'ailleurs cette... des conséquences de cela. Alors, après ces précisions historiques, vous avez vu que Keizan est beaucoup plus abondant, prolixe sur la géographie proprement dite. La prédiction due à un physiognomoniste, c'est bien sûr un rappel de la célèbre prédiction de l'ermite Asita à la vue du prince Gautama. Lorsque le Bouddha, à la naissance du Bouddha, vous savez que cet ermite vient le voir et dit cette prédiction fatidique, il sera l'enfant qui vient de naître à toutes les marques d'un grand homme, n'est-ce pas, de Mahapurusha, c'est-à-dire que soit il deviendra un souverain du monde, soit il deviendra un grand religieux, un grand ascète. Et bien sûr, son roi de père ne veut pas entendre parler d'ascétisme ou de religion, et il essaye de l'élever pour qu'il devienne empereur du monde, ce qui est bien sûr un plan de carrière plus honorable. Et c'est tout à fait un rappel de cela ici que nous avons. C'est quelque chose qui, bien sûr, qu'on trouve tout le temps dans les biographies bouddhiques. Alors, la mort du père est passée sous silence. Peut-être que ça influe avec le fait que le nom aussi du père soit passé sous silence, mais il y a eu
un épisode autrement plus tragique de sa vie, qui est évidemment la mort de sa mère lorsqu'il est âgé de 8 ans. Là, on n'est pas dans la géographie, c'est certainement un terme, quelque chose de réel. Alors, vous vous demandez pourquoi a-t-il des doubles pupilles? C'est un état physiologique qui existe vraiment. Et quand on regarde sur Google Images, c'est assez impressionnant. Mais il faut savoir que ça n'a rien de bouddhique. C'est un terme, c'est quelque chose qui caractérise les grands hommes de la Chine depuis toujours. Là, je vous en ai mis une version un peu exagérée. C'est l'illustre Zhang Jie, n'est-ce pas, Sōketsu en japonais, qui était réputé être l'inventeur de l'écriture en Chine, et qui aurait vécu en 2750 avant Jésus-Christ. Mais vous voyez que de façon tout à fait récurrente dans l'histoire chinoise, les êtres exceptionnels avaient soit, alors c'est un peu ambigu, soit 4 yeux, soit 4 pupilles. Et ou parfois même 4 yeux avec 2 pupilles dans chaque œil. Enfin, vous voyez, ça peut aller très loin. Mais alors, c'est quelque chose qui est non bouddhique à l'origine, mais ça s'est répandu en Chine comme marque des grands hommes. Et Dogen est un illustre prédécesseur en la personne de Zhi Qingyi, c'est-à-dire Tendai Daishi, le grand maître du Tendai, donc l'école d'où va sortir, où va entrer et d'où va sortir Dogen. Donc vous voyez que la mention de ces doubles pupilles chez Dogen peut être considérée comme un rappel, exactement comme l'histoire des lignées que je vous ai expliqué tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est pour mettre Dogen, encore une fois, au niveau d'un personnage aussi illustre au Japon, dans le Japon de la fin de Heian et du début de Kamakura, que le fondateur chinois du Tendai, Qingyi. Et en même temps, ces doubles pupilles fait qu'il dépasse Saicho, le fondateur japonais du Tendai, qui lui était comme tout le monde. On a bien essayé de lui attribuer une lignée impériale chinoise, mais sans trop y croire. Et on ne parle pas de caractéristiques particulières de son corps. Donc Dogen transcende le Tendai japonais en ayant les marques caractéristiques du fondateur du Tendai chinois. Alors après nous avons dans la suite de la notice biographique, nous avons encore une fois des choses traditionnelles, des éléments traditionnels qui se joignent qui renforcent la géographie, n'est-ce pas? Il faut bien sûr montrer que Dogen, enfant, était déjà singulier. Et nous l'avons ici. Là, ça commence par les prouesses studieuses de l'enfant, qui ne sont pas d'ailleurs si magiques que ça. On a des exemples historiques en Chine et au Japon de choses de ce genre. Mais l'hiver de ses 4 ans, donc, Yonsai no Fuyu, il lut pour la première fois la centurie poétique de Li Qiao. Li Qiao, c'est-à-dire Rikyo no Hyakueishi, n'est-ce pas? C'est la première ligne de la page 231. Rikyo ga hyakue o sobo no sujo ni hiza no ue ni yomi. Donc il lut la centurie poétique. Alors cette centurie poétique de Li Qiao, ce n'est pas bon, c'est très bien de le lire à 4 ans, ce n'est pas non plus un exploit extraordinaire. Ce Li Qiao était plutôt un homme d'État et poète à ses heures des Tang, et dans cette centurie poétique, c'est Hyakue, n'est-ce pas? Ces 100 poèmes, ils sont en réalité au nombre de 120, et ils sont très courts, et ils sont classés par catégorie. Chaque titre fait un caractère.
C'est-à-dire que donc vous avez le soleil, la lune, la montagne, etc., etc. Et c'est considéré, à l'époque de Heian particulièrement, comme un livre de lecture, de première lecture pour les enfants, n'est-ce pas? C'est la méthode Bocher ou je ne sais quoi pour les enfants de l'époque. Donc c'est bien, mais ce n'est pas non plus extraordinaire. Et sur les genoux de sa grand-mère, allusion quand même. Alors là, nous sommes. Donc ça serait certainement l'épouse de Motofusa. On voit, l'enfant n'était quand même pas complètement isolé, malgré ce que l'on essaye de dire souvent dans les hagiographies et dans les biographies. Et à l'automne de ses 7 ans, il offrit à son père affectueux, vous voyez ici le terme, c'est Gifu, je crois, Gifu, il me semble, oui, et à son père affectueux, une copie de sa main alors Shushi, littéralement les poèmes des Chō, n'est-ce pas, c'est-à-dire c'est le livre des odes, des odes, le classique de la poésie, le Shōjing, n'est-ce pas, Shikyo chinois. Et il a recopié le Shōjing et il l'a offert à son père. Alors, qui était son père à l'époque? On va revoir ça dans un instant. Son père adoptif, bien sûr. Il a été repris dans la lignée maternelle. Manifestement, la lignée paternelle, enfin, on voit qu'il y a un problème. Il n'a pas été pris dans la lignée paternelle, mais dans la lignée maternelle. Donc, il a recopié le Shōjing, ce qui est pas mal quand même pour un enfant de 7 ans, au moment où il allait bientôt perdre sa mère. Mais alors les plus illustres lettrés et connaisseurs dirent tous alors que l'enfant n'était pas du tout venant et qu'il méritait d'être appelé enfant prodige Jinto. Viennent ensuite très brièvement esquisser les différentes étapes de sa marche vers la vie religieuse, qui était un enfant déjà marqué par l'absence de son père. À l'âge de 8 ans, je continue, il eut le malheur de perdre sa mère, nous l'avons vu, et profond fut son chagrin. C'est alors lorsqu'il vit les vapeurs de l'encens monter vers le ciel au Takao-dera, c'est-à-dire le Jingoji, n'est-ce pas, un temple Shingon, qu'il comprit l'impermanence de ce qui naît et disparaît, ou l'impermanence de la naissance et de la mort et de la disparition, ou bien le principe de naissance et de disparition, et conçut de là la pensée d'éveil. Alors vous voyez que nous avons ici le mot Satoru, encore Satori. Vous vous souvenez que la dernière fois, j'avais attiré l'attention sur le fait qu'il ne faudrait pas traduire systématiquement Satori par l'illumination ou l'éveil, comme on le fait souvent. Vous en avez une preuve ici. Vous voyez que ce terme de compréhension, d'intellection est toujours présent dans Satori. C'est-à-dire que vous avez vraiment... c'est une conclusion, en fait, une conclusion suprême, n'est-ce pas, une conclusion intellectuelle et qui bien sûr, peut saisir tout l'esprit. Mais là, il n'est pas encore question d'éveil, puisqu'il est question seulement de Hoshin, le dernier mot du passage. Hoshin, c'est-à-dire concevoir la pensée d'éveil, c'est le tout premier pas dans ce qu'on appelle traditionnellement le chemin de Bodhisattva, le Bosatsudo, qui va vous mener à l'éveil complet. Il ne faut jamais... alors c'est vrai que parfois, enfin plus maintenant, mais autrefois beaucoup de traducteurs traduisaient Hotsubo Daishin comme réaliser l'éveil. Non, c'est le tout premier pas, c'est simplement dire « Ah, je voudrais bien sortir de ce monde », n'est-ce pas, et que l'on conçoit ainsi. Alors vous voyez que le mot Satori est déjà utilisé ici. Et c'est la mort de sa mère qui aurait été la cause de son premier pas dans la vie religieuse. Et alors, il se met sérieusement à l'étude. Et là, ça devient un peu plus fort que la centurie de Li Xiao, quand même. Au printemps de ses 9 ans, il se mit à la lecture de l'Abhidharmakosha de Vasubandhu, le Seishin no... Seishin de Abidatsu, le Kushanon, n'est-ce pas, Abidatsuma Kushanon. Et c'est une lecture certainement peu agréable pour un enfant que cette encyclopédie scolastique, dont l'étude était encouragée dans toutes les écoles. C'est ça qui est intéressant, afin de fournir la base des connaissances admises dans l'ensemble du bouddhisme d'expression chinoise. C'est vraiment le quid, l'encyclopédie de base du bouddhisme chinois. Ce qui est très intéressant, c'est qu'il est réputé, c'est réputé être un texte
du petit véhicule. Vous vous souvenez, lorsque nous avons parlé des 8 écoles, des 8 écoles prévalentes à la fin de Heian, il y a le Kushashu, n'est-ce pas, le Kushalonshu, qui est considéré comme une école du petit véhicule. Mais bien que ce soit un texte réputé être du Shoujo Bukkyo, du petit véhicule, c'est le texte de base. C'est là-dedans qu'on apprend les briques élémentaires qui font la vision du monde du bouddhisme. Et il ne faut pas méconnaître le rôle constant de ce texte qui a été jusqu'à l'époque Meiji, vraiment, et même au-delà encore. Il y a encore une trentaine d'années, toutes les écoles, enfin les grandes écoles scolastiques japonaises avaient, tous les étudiants avaient une sorte de tableau, de synopsis du Kushalon qui vous donnait tous les termes clés. Donc, de façon très précoce, Dogen s'engage dans le bouddhisme traditionnel. Ce qui provoque la phrase suivante d'un moine blanchi sous le harnais, si je puis dire, Ginen Skutoku, donc un vénérable qui a passé du temps dans la vie monastique, qui déclara qu'il a l'esprit aussi aiguisé, dit, n'est-ce pas, qu'on pourrait dire aussi Satoshi, que Manjushri, ce qui n'est pas rien. Il a véritablement des facultés dignes du grand véhicule. C'est Daijo no Ki, faculté. Alors vous voyez, c'est assez savoureux. Il lit le Kushalon, qui est l'emblème du petit véhicule, et le moine dit il a vraiment l'esprit du grand véhicule. Bon, je ne pense pas qu'il y ait de l'humour là-dedans, mais ça veut dire qu'il était vraiment très doué. Et le maître, alors là, c'est un petit détail amusant, le maître, malgré sa jeunesse, garda ses paroles au fond de l'oreille, dit le Mimi no Soko, et redoubla d'ardeur à l'étude. Je voudrais au moins poursuivre encore, je vais le faire le plus rapidement possible, mais finir ces descriptions du cursus de Dogen jusqu'à son entrée dans le Tendai. Qui est son entrée et sa sortie. Vous allez voir. Donc c'est page 231, le dernier paragraphe. En ce temps-là, n'est-ce pas, Tokini, alors Matsudono no Zenjo, alors ici vous avez Go, je crois, n'est-ce pas, on voit très mal, mais il faut remplacer par Zenjo Kaku, n'est-ce pas, on pourrait traduire le cire méditant de Matsudono, c'est-à-dire c'est l'appellation respectueuse de Fujiwara Motofusa, qui serait le grand-père, puisque c'est le père de sa mère, c'est le grand-père de Dogen, qui a vécu de 1145 à 1231. Et alors là, oui, je ne vais pas entrer. S'agit-il vraiment de Motofusa ou de Moroie, qui est le troisième fils de Motofusa? Il y a les historiens, les vrais historiens hésitent là-dessus. Je ne vais pas prendre position. Moi, pour l'instant, Motofusa me va très bien, et avec cette appellation se rapporte à Motofusa. Et bon, on peut considérer que c'est lui qui. De toute façon, c'est lui qui est derrière, n'est-ce pas, de tout cela. Donc, en ce temps-là, le sire méditant de Matsudono, c'est-à-dire Shoden, le Shoden Sanso, qui est à Kohata, Kowata, aussi, qu'on dit aussi parfois Konohata, ici, qui est près de Uji, n'est-ce pas? Donc, ce grand dignitaire, qui faisait partie des plus hauts dignitaires du royaume, Kampaku Sekkei Soku, et nul n'aurait pu l'égaler. Il était un modèle pour souverain et ministre. Ce grand personnage adopta le maître et en fit officiellement, alors là le terme c'est Yushi, n'est-ce pas, son neveu, c'est-à-dire littéralement fils du frère. Et beaucoup de commentateurs et de traducteurs veulent à tout prix que cela veuille dire l'adopta comme son fils adoptif. Ce n'est pas ce que dit le texte. Mais bon, là encore une fois, on voit qu'il y a quelques histoires de famille qui ne sont pas faciles à régler. En tout cas, il en fit officiellement son neveu, c'est-à-dire le fils de son frère. Alors, c'est vrai que s'il en fait le fils de son frère, on pourrait plutôt penser à Moroie que Motofusa. Mais tout cela est ça ne nous concerne pas trop, puisque
vous allez voir que la famille va compter, mais pas au point de savoir qui est le frère et le fils, etc. Alors c'est très intéressant, et là ça fait plutôt penser à Motofusa, il lui livra les préceptes secrets des offices familiaux. C'est-à-dire que c'est Ie no Hiketsu Osazukete. On voit très bien, vous savez que ce qu'on appelle les nikki, les notes journalières des grands nobles de l'époque, ce ne sont pas des journaux seulement pour dire aujourd'hui j'ai mangé des sushis délicieux, c'est pour montrer ce qui se passe à la cour, ce qui se fait à la cour. Et ce sont en réalité des modèles pour se tenir à la cour. C'est-à-dire ces notes journalières sont faites pour être données aux descendants et ce n'est pas du tout pour être publiées, ce sont des transmissions secrètes, shiketsu, que l'on donne à celui qui a le plus de chances d'arriver à de hauts postes pour savoir comment se comporter dans les moments cruciaux. C'est ce qu'on appelle aussi, le terme général, c'est Yusoku Kojitsu, n'est-ce pas, le protocole. Et retenez ce terme de Kojitsu, vous allez voir pourquoi. Et les points importants de la politique, n'est-ce pas, qui est Kuni no Yoji, Oshio. Alors voilà, il voulait en faire vraiment un politicien. Vous voyez que la référence à l'ermite Ashita de tout à l'heure n'est pas tout à fait gratuite. On a mutatis mutandis la même chose. Le Bouddha Gautama, c'était empereur du monde ou Bouddha. Là, c'est simplement dignitaire de la cour impériale ou moine, n'est-ce pas? Donc, il attend beaucoup de lui dans la carrière politique. Et à l'aube de ses 13 ans, Haru, n'est-ce pas, il allait, après lui avoir fait passer le rite de la majorité, le Genpuku, l'installer à un poste important de la cour, Choka. Vous voyez qu'il avait déjà Genpuku, donc il a 12 ans à notre 13 ans selon le mode de calcul japonais, sino-japonais, mais 12 ans pour nous, il allait déjà lui donner un petit grade de cour. Donc l'important de ce passage, c'est que Dogen, malgré son statut familial précaire, était à présent muni de solides protections qui pouvaient le mener à un cursus honorable tout à fait enviable. Et on se doute bien que ça ne sera pas le cas, c'est ce que l'on va voir tout de suite, mais le maître, à l'insu de tous, quitta en secret la villa de Kohata pour se rendre au pied du mont Hiei. Alors, va-t-il déjà à Nendyakuji, c'est Fumoto, n'est-ce pas, c'est le pied du mont Hiei. Ce n'est pas Yama, hein, ce serait plutôt Tera, c'est-à-dire que ce serait plutôt le Onjoji, le Miidera, qui est du côté Otsu, n'est-ce pas, du mont Hiei. Nous sommes toujours dans l'école Tendai, mais c'est les adversaires les plus acharnés du mont Hiei. Alors, à l'époque, s'y trouvait un prélat, Hogen, n'est-ce pas, l'œil de loi, littéralement, c'est le plus bas des trois hauts grades monastiques, qui s'appelait Ryokan. Bon, je passe sur lui. Il faisait partie de la haute hiérarchie du monastère. Il était instructeur, c'est-à-dire sentatsu, à la fois dans l'exotérisme, les doctrines exotériques et ésotériques. Et c'était aussi l'oncle maternel du maître, Gaikyu. Vous voyez, il n'est pas si seul que cela quand même, Dogen. Et Dogen se rendit à ses appartements, Shitsu. Alors on peut imaginer, vous savez que vous avez visité les temples japonais, plus on est haut dans la hiérarchie, plus on a la cellule, ce n'est plus le hojo, n'est-ce pas? Ce sont en général des suites quasiment. Et il demanda à être admis dans la vie religieuse, shukke, sortir de la maison. Et le prélat s'étonna fort. C'est bientôt votre rite de majorité, Genpuku. Votre oncle, alors je traduis, je pense que c'est la même personne qui est ici, qui est désignée de cette façon, n'est-ce pas? Votre oncle est père adoptif. Vous voyez que c'est Shimpu Yuhu. Disons que celui qui l'a adopté, peut-être Moroie, peut-être Motofusa, s'est fait son garant, sans être ni explicitement le père. Donc il ne manquera pas de s'en fâcher. Que ferez-vous alors?
Et le maître répondit, « Ma mère, si bonne, au moment de sa mort, me recommanda d'entrer en religion et de m'étudier à la vraie voie. Et de m'étudier à la voie. C'est pas Gaku, c'est le. Ah, pardon. Vous voyez. Gakudo Seiyo, n'est-ce pas, je traduis un peu comme Anatole France, mais j'aime bien cette expression, s'étudier un, qui est tout à fait le gaku, et le studio latin. Je pense aussi comme elle, et n'ai pas l'intention de me mêler à la poussière du vulgaire, zokujin. Jin, la poussière, hokodi, chili, veut dire aussi les passions du monde. Mon seul désir est d'entrer en religion, et ainsi montrer ma gratitude envers ma mère, ma grand-mère, et ma tante maternelle. Vous voyez, les trois femmes qui comptent dans sa vie. La grand-mère, on l'a déjà vu, c'est sur ses genoux qu'il lisait les poèmes. Et la tante maternelle n'est pas intervenue, mais manifestement, elle est sans doute ça serait ici la femme de Moroie. Cette narration ne nécessite pas de commentaire spécial. Nous voyons encore une fois comment tout cela s'inscrit dans une trame narrative bien traditionnelle. Mais il n'y a pas de raison de mettre l'épisode en doute, malgré vous voyez l'espèce de rappel de la biographie du Bouddha. Le prélat, Hogen, n'est-ce pas, laissa couler des larmes d'émotion et lui permit de se mettre à son service. Et il résida dès lors au Senkobo, dans le vallon de Hanya-Dani, au Shuryo-gon-in de Yokawa. Donc Yokawa, c'est le côté, en effet, par rapport à Kyoto, c'est de l'autre côté du mont Hiei, et il est plus proche du Miidera, n'est-ce pas, du côté du lac Otsu, si vous voulez. Et c'est un endroit que l'on visite encore, un petit beau, n'est-ce pas, une petite chapelle habitable, et il y a une image très naïve d'Hogen, d'ailleurs, qui est là, et qui est très, très, très intéressante. Donc, nous avons la fin. Enfin, à l'âge de 14 ans, le 9 du quatrième mois de la première année de Kempo, c'est-à-dire 1213, il reçut la tonsure du patriarche de l'école, le Zasu, le recteur monacal Sojo Koen. Ce n'est pas Jien, mais vous voyez qu'il y a Koen, il y a le même caractère, ils sont dans la lignée. C'était quelque temps après le troisième mandat de Jien. Il reçut les commandements de Bodhisattva, Bosatsukai, je n'insiste pas là-dessus, dans la salle d'ordination de l'En-Ryakuji, devenant ainsi Bhikkhu. Alors cette fois, nous sommes vraiment au mont Hiei, à l'En-Ryakuji, et pas au Miidera. Il devient ainsi moine selon l'ordination de Bodhisattva qui avait été établie par Saicho, ne l'oubliez pas. Enfin, Saicho était mort lorsque la permission de la cour impériale est arrivée, mais c'est Saicho qui avait fait la demande. Ce n'est pas l'ordination complète traditionnelle. C'est pour ça que l'appeler bhikkhu est un peu... Un bhikkhu, c'est celui qui a reçu l'ordination traditionnelle, justement. Or, là, nous sommes dans les commandements de Bodhisattva, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, mais on n'a pas s'étaler là-dessus. Donc, dès lors, il étudia la quiétude et contemplation, shikan, de la montagne, yama Sanke no Shikan, la montagne c'est le mont Hiei bien sûr, et Shikan c'est le grand principe de méditation, les grandes pratiques de méditation, et en même temps le Makashikan, le traité du maître du Tendai, qui est la lecture obligée de tous les grands moines Tendai, de tous les moines Tendai de l'époque, ainsi que les enseignements secrets en provenance de l'Inde du Sud. Les Nanten no Shikyo, n'est-ce pas, c'est-à-dire ce sont les deux grands sutras tantriques, les deux grands sutras ésotériques que sont le Dainichikyo et le Kongo-chokyo. Il étudie vraiment bouddhisme exotérique et bouddhisme ésotérique.
C'est très important de savoir ça. Et à partir de l'âge de 18 ans, il lut dans sa cellule tout le Uchini, n'est-ce pas, il s'est confiné chez lui, il lit tout le canon bouddhique, Issaikyo, une fois. Alors le Monhier, à l'époque, devait avoir très peu d'endroits de distraction, et l'une des pratiques que l'on trouve souvent évoquées, et d'ailleurs chez Nichiren aussi, et un moine quasiment, enfin un peu antérieur à Dogen, et ils ont tous lu le Issaigyo, c'est-à-dire l'ensemble du canon bouddhique, ce qui fait quand même à l'époque déjà plusieurs milliers de rouleaux, n'est-ce pas, de livres, donc plusieurs centaines de volumes. Et c'est aussi, on peut penser, bien que je ne trouve pas de texte décisif à ce sujet, on peut penser que c'était quand même une pratique. Parce que souvent, ce n'est pas le cas de Dogen, manifestement il l'a lu rapidement, mais souvent vous avez une pratique qui consiste à le lire sur 12 ans. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est une pratique, mais on trouve dans plusieurs biographies des indices, des notes selon lesquelles tel moine a lu l'ensemble du Daizokyo ou du Issaigyo en 12 ans. Dogen l'a fait bien sûr plus rapidement. Mais il n'est pas satisfait. Et nous revenons au Midera, nous avons Yama-tera, n'est-ce pas, le Enryakuji qui est la montagne, Yama, et le Honjoji, le Midera, qui est le Tera, qui est la concurrence. Et cette fois, il va au Midera voir le préfet monacal Koin, qui était également un oncle maternel du maître. Vous voyez qu'en fin de compte, bien qu'il soit orphelin, il a de la famille partout. Et personne n'aurait pu l'égaler parmi les docteurs de l'époque. Je finis dans 3 minutes. C'est pourquoi il s'enquit auprès de lui du grand œuvre de l'école, Daiji, n'est-ce pas, c'est un terme très fréquent, le grand œuvre du Bouddha, le grand œuvre d'un moine, c'est ce qu'il doit faire. Alors quel est le but du Tendai? Et le préfet monacal Koin l'instruisit de la sorte. Voilà que tu mets en doute les dogmes ultimes de notre école, Nanji, n'est-ce pas? Donc il le tutoie, enfin, comme un disciple. Ils ont été transmis oralement au fil des générations, depuis les maîtres Dengyo et Jikaku, c'est-à-dire Saicho et Ennin, les grands représentants du Tendai. Je ne suis pas en mesure d'éclaircir tes doutes, mais j'ai entendu de relations distantes que le grand maître Harukani, c'est ainsi que je traduis Harukani, que le grand maître Dharma, c'est-à-dire Bodhidharma, vint de l'Inde, aux terres de l'Est, pour transmettre justement le sceau de Bouddha. Cette tradition sectaire se répand à présent dans l'Empire, Tenka, c'est-à-dire le Japon, sous le nom de l'école de méditation, Zenshu. Si tu veux résoudre cette affaire, rends-toi auprès d'Eisai, de Eisai, du Kenninji, et enquiers-toi de leur protocole, Kojitsu. Alors vous voyez que Kojitsu, et là c'est très subtil, tout à l'heure nous avions vu que celui qui a adopté, que ce soit Motofusa ou Moroi, a adopté Dogen, voulait lui enseigner le Yusoku Kojitsu. Le terme n'est pas utilisé, mais tout le monde le comprend derrière. Lorsqu'on le Hiketsu, les usages de la cour, c'est Yusoku Kojitsu. Et là, le terme est repris explicitement Kojitsu, mais au sens donc des usages, mais des usages monastiques. Vous voyez, on passe de l'état laïque, du but laïque de la vie au but religieux. Et il conclut, il faudra aller chercher la voie très loin à l'étranger. Nous arrêtons ici, c'est donc le Dogen est entré au Tendai, dans le Tendai, il en sort assez rapidement, et il va maintenant se diriger vers le Zen, puis surtout vers la Chine. Donc il est à présent en route, et nous allons voir au prochain cours ce qu'il avait rapporté de ce parcours. Je vous remercie pour aujourd'hui, je suis désolé d'avoir dépassé de beaucoup l'horaire. Merci beaucoup. Merci.